Koji est un villageois ordinaire dans un monde semblable à un jeu vidéo, et il ne se retrouve donc pas dans l'une des fermes à villageois de Steve. Il a accompli une tonne de quêtes secondaires et a monté de niveau jusqu'au niveau 999, donc il est désormais pratiquement imbattable. Un jour, alors que Koji est occupé à être assis dans un arbre, comptant l'argent qu'il a gagné aujourd'hui, il aperçoit deux vagabonds de niveau 1 au sol, en train de se faire attaquer par un slim. Les deux sont complètement impuissants au niveau 1, donc ils ne peuvent rien faire d'autre que rester assis et attendre d'être dévorés par le slim, mais à la dernière seconde avant que le slim ne puisse attaquer, Koji lance une de ses pièces sur le slim, le tuant instantanément. Le père et le fils sont tous deux stupéfaits par ce qui vient de se passer, mais un instant plus tard, Koji saute en bas et leur demande s'ils vont bien. Les deux sont heureusement indemnes grâce à Koji qui les a sauvés, et Koji est content de l'apprendre. Il tend ensuite au garçon une poignée de pièces de cuivre et lui dit « Ce sont les butins que l'on obtient en tuant un slim, donc chasser les monstres est un très bon moyen de gagner de l'argent et il encourage le garçon à essayer un jour, mais le garçon dit qu'il ne pourrait jamais faire une chose pareille car les monstres sont trop dangereux et effrayants. Si le gamin ne veut pas essayer, Koji ne va pas le forcer, alors il commence à s'éloigner, mais alors qu'il part, le gamin l'appelle et lui demande si Koji est un héros, mais Koji montre nonchalamment son écran de statistiques, révélant qu'il est un villageois de niveau 999, ce qui les laisse tous les deux complètement abasourdis. Dans ce monde, les gens se voient attribuer des talents à la naissance, et en dehors de tous les talents normaux comme guerrier, sorcier et clerc, il existe aussi des titres légendaires tels que héros, roi ou sage, et à l'opposé de l'échelle de puissance, il y a la classe de villageois, totalement inutile et sans pouvoir. La plupart des villageois sont des bons à rien, si bien qu'il est rare d'en voir un qui ait réussi à dépasser le niveau 10, et ils sont donc relégués à des tâches banales comme l'agriculture ou la tenue d'auberge, car ils ne sont bons à rien d'autre. Cependant, si cela est vrai pour la plupart des villageois, Koji est différent. Au même moment, ailleurs dans la forêt, une petite fille court vers l'entrée d'une grotte sombre et d'aspect effrayant, et elle est venue chercher une épée légendaire, qui est censée se trouver au fond, et elle a décidé d'y entrer, peu importe à quel point elle est mal préparée. Pendant ce temps, de retour en ville, Koji se dirige vers la guilde pour donner son rapport quotidien des quêtes qu'il a accomplies, et comme récompense, il reçoit 5 pièces d'or. Les autres aventuriers présents tournent tous la tête pour regarder Koji quand ils entendent qu'il reçoit 5 pièces d'or, car c'est beaucoup d'argent, et ils ne peuvent s'empêcher de se demander combien de monstres Koji a dû vaincre pour gagner autant d'argent, mais Koji ne prête pas attention au chuchoteur et s'en va. Il semble économiser 10 000 pièces d'or car il essaie de mettre la main sur un coffre à butin spécial, mais il n'est qu'à mi-chemin d'avoir économisé la somme requise, donc il lui reste encore du chemin à parcourir. Il se dirige vers le tableau des quêtes pour choisir de nouvelles quêtes, mais en chemin, il entend quelques aventuriers parler de la folie des monstres qui sont apparus récemment. La capitale a apparemment publié une offre d'emploi demandant aux aventuriers d'enquêter sur un endroit appelé la Caverne Ancienne, et bien que ce soit incroyablement dangereux, si vous réussissez, vous serez payé une fortune. Cela rapporte une pièce d'or pour 30 diables bleus que vous arrivez à tuer, et avec un tel tarif, Koji ne pourrait jamais laisser passer cette opportunité, alors il décide d'entreprendre la quête 7 après-midi. Pendant ce temps, au milieu de la ville, le héros Rex est occupé à faire un discours à toute la ville à propos de son objectif de vaincre tous les monstres et de mettre fin au roi démon, et pour cette raison, il veut employer tous les citoyens talentueux pour rejoindre son groupe dans la lutte contre le seigneur démon, et pour les motiver, lui et Kroll révèlent leur statut de héros et de sage. Quand les gens voient cela, ils deviennent tous très excités car ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rejoindre le groupe d'un sage et d'un héros, alors ils commencent tous à se porter volontaires les uns après les autres, et il y a même un guerrier dans la foule qui est de niveau 80, mais Rex le rejette car il dit que l'homme n'est pas assez fort pour contribuer à la puissance du groupe. Pour preuve, Rex révèle qu'il est actuellement de niveau 90, mais l'homme ne pense pas que ce soit une raison valable de le rejeter quand Kroll, là-bas, n'est que de niveau 42. Rex admet que Kroll est peut-être de bas niveau, mais il fait remarquer que, puisqu'elle est une sage, elle est destinée à devenir un soutien légendaire avec le temps, et en dehors de cela, elle est aussi la 3e princesse du royaume, donc sa participation à la défaite du roi démon aidera à stabiliser le royaume dans son ensemble. Les gens ne peuvent pas vraiment contester cela puisqu'il a un bon argument, et ils veulent tous toujours faire partie de l'équipe, donc le prochain volontaire est un vieux prêtre. Le prêtre pense que ses pouvoirs sacrés seront un atout contre les démons, mais même si cela est vrai, Rex le rejette quand même, affirmant que le prêtre est trop vieux pour un tel voyage, et si sa santé devait se détériorer en cours de route, il les ralentirait considérablement. Dans ce cas, un autre prêtre dans la foule lève la main et explique qu'il est aussi un prêtre de niveau 80 et qu'il n'a que 20 ans, donc il devrait répondre aux exigences de Rex, mais malgré le fait que le type soit parfaitement adapté, Rex le rejette quand même, et cette fois, il donne juste une raison bidon, disant qu'il ne peut pas imaginer le type devenir plus fort à l'avenir, donc ça ne vaut pas la peine de le recruter. Après cela, un autre prêtre lève la main, et cette fois c'est une jolie fille de 17 ans. Elle demande si elle répond aux exigences de Rex,
et malgré le fait qu'elle soit encore inexpérimentée et seulement de niveau 50, Rex l'accepte immédiatement car il s'avère qu'il faisait juste des excuses plutôt parce qu'il ne voulait pas avoir un groupe de mecs dans l'équipe. Sur le côté, Koji entend tout cela et il pense à quel point ils doivent avoir de la chance de pouvoir voyager avec un héros et un sage, ainsi qu'à tout le prestige qui accompagnera la mise à mort du roi démon, mais cela dit, Koji n'a aucune intention de postuler, donc il reste où il était et continue de regarder. Rex dit à la foule qu'il a encore de la place pour une personne de plus dans l'équipe, et alors qu'il dit cela, une jolie sorcière avec un bonnet se présente, et Rex l'accepte immédiatement aussi pour des raisons évidentes. Comme le spectacle est terminé, Koji décide de partir et de retourner à la quête qu'il a prise plus tôt, et il veut en finir le plus vite possible, donc il se rend directement dans la caverne ancienne. Une fois à l'intérieur, il ne faut pas longtemps à Koji avant de tomber sur son premier monstre, et pour toute personne normale, ce serait une vision terrifiante, mais pour Koji, ce n'est que du butin gratuit, donc il met KO le monstre en un coup, et une fois qu'il est mort, il va ramasser les pièces qu'il a laissées tomber. Il a obtenu un peu plus de 30 pièces d'argent de ce monstre, et son compteur de monstres tués a augmenté de 1, donc il est en bonne voie pour terminer cette mission avant l'heure du dîner. Koji parcourt la grotte en tuant d'un seul coup chaque monstre qu'il rencontre, et à un moment donné, il reçoit un butin rare de l'un des monstres, obtenant une corne de diable bleu, et les cornes de diable bleu se vendent assez cher sur le marché, donc il prévoit de la vendre plus tard, mais personnellement, il n'a jamais compris pourquoi tout le monde s'emballe pour ces choses car elles lui ont toujours semblé complètement inutiles. Avant longtemps, Koji a déjà éliminé 15 diables bleus, et il est pile dans les temps pour finir avant la tombée de la nuit, mais, alors qu'il tourne au coin cherchant d'autres monstres à tuer, il finit par apercevoir le groupe du héros. Il se cache derrière les rochers car bien que le groupe du héros soit certainement compétent, cela ressemble à une bulle de drame prête à éclater, et il ne veut pas être impliqué, donc il part avant qu'il ne le remarque. Juste à ce moment, Tina mentionne aux autres qu'elle a cru sentir quelqu'un approcher à l'instant, même s'il n'y a personne d'autre ici, et Rex est tellement arrogant qu'il suppose que cela a dû être un des diables bleus qui les a repérés et a décidé de s'enfuir avant qu'ils ne puissent l'attaquer. Cela mis à part, Parna demande à Rex pourquoi il les a emmenés dans ce donjon alors que leur objectif est de tuer le roi démon, et que le château du roi démon est dans la direction opposée, et Tina était aussi curieuse à ce sujet, donc Rex explique qu'ils sont ici car il y a un trésor caché dans ce donjon, et c'est une épée légendaire que seul un héros de niveau supérieur à 90 peut manier. Tina et Parna sont toutes deux choquées en apprenant cela, et Rex continue d'expliquer qu'ils peuvent y accéder en suivant les emblèmes royaux disposés le long des murs de cette grotte. Parna est toujours vraiment confuse car s'il y avait vraiment une telle arme légendaire ici tout ce temps, alors pourquoi la famille royale ne l'a-t-elle pas prêtée à quelqu'un pour qu'il puisse combattre le roi démon? Rex admet que bien que la classe de héros soit rare, elle est loin d'être unique, donc il y a plusieurs autres héros dispersés à travers le pays, mais la famille royale n'en a jamais confié aucune à l'un d'eux simplement parce qu'elle avait peur de laisser quelqu'un d'autre détenir ce genre de pouvoir. Ils espéraient qu'un jour quelqu'un dans la famille royale éveillerait une classe de héros pour qu'il n'ait pas à abandonner le contrôle, mais cela n'est pas arrivé, et comme Rex était un héros voyageant avec la troisième princesse, ils ont décidé qu'il était assez proche et lui ont dit où trouver l'épée. Rex est certain qu'il pourra vaincre le seigneur démon s'il combat avec l'épée, alors il dit à tout le monde de se dépêcher pour qu'ils puissent enfin commencer leur mission sérieusement. Pendant ce temps, ailleurs dans la grotte, la petite fille de tout à l'heure est toujours occupée à chercher l'épée légendaire, et d'après les cornes qui dépassent de sa tête, il est clair qu'elle est un démon. Du côté de Koji, il vient d'abattre son 28e démon, et il est assez satisfait de lui-même car il a déjà gagné 950 pièces d'argent et il a presque atteint son quota, donc il pourra bientôt rentrer chez lui. Cela dit, il trouve un peu étrange qu'il y ait eu autant de diables bleus dans la région récemment. Juste à ce moment, la fille de tout à l'heure passe en courant devant Koji, et il essaie de l'avertir qu'il n'est pas prudent d'emprunter ce chemin car il y a des démons par là, mais à sa surprise, la fille passe devant les démons sans aucun problème, et en voyant cela, il a une idée de ce qu'elle est vraiment. Du côté du groupe du héros, ils se sont tous battus sans arrêt pour se frayer un chemin jusqu'à la salle où l'épée légendaire est conservée, mais quand ils y arrivent, ils trouvent la fille debout devant la pierre, l'épée manquante. Ils se mettent immédiatement en garde car personne d'autre ne devrait connaître cet endroit, et ils peuvent sentir une forte mana émanant d'elle, donc ils commencent à soupçonner qu'elle pourrait être un démon. Ils exigent de savoir ce qu'elle a fait de l'épée, et la fille panique un peu, essayant d'expliquer qu'elle n'a pas réellement pris l'épée et qu'elle était déjà partie quand elle est arrivée. Parna admet qu'il ne semble pas que la fille ait où cacher l'épée telle qu'elle est maintenant, mais cela mis à part, le fait qu'elle ait des cornes est la preuve qu'elle est un démon, et les démons sont les ennemis jurés des humains, donc même si c'est une enfant, ils doivent l'éliminer. Ils commencent tous à lancer des sorts d'attaque sur elle, mais juste avant que la fille ne soit complètement anéantie, Koji se précipite devant elle et arrête l'attaque. Les autres sont choqués que quelqu'un ait pu arrêter leur attaque aussi facilement, et au début, ils craignent que Koji soit aussi un démon car il protège la fille,
Mais Koji réussit à les manipuler pour leur faire croire que les cornes sur la tête de la fille ne sont que des accessoires pour cheveux parce qu'il se sentait mal pour elle et ne voulait pas qu'elle soit chassée, mais même si le groupe du héros est maintenant convaincu que la fille est vraiment humaine, ils sont toujours suspicieux. Quant au fait qu'elle était dans la salle de l'épée légendaire et que l'épée a disparu maintenant. En les entendant mentionner l'épée, Koji se souvient qu'il explorait cette grotte il y a quelques mois et qu'il était tombé sur l'épée dans la pierre, et comme elle ne semblait appartenir à personne, il a décidé de la prendre pour lui et de la vendre chez un prêteur sur gage pour un peu d'argent supplémentaire. Il s'excuse pour cela car il n'avait aucune idée que l'épée était importante à l'époque, mais Rex et les autres n'arrivent pas à croire ce qu'ils entendent car cette épée était imprégnée de magie qui devrait rendre impossible pour quiconque autre qu'un héros de la soulever. Koji admet que l'épée était assez lourde quand il a essayé de la soulever, mais il a réussi à forcer le passage avec sa force brute à la fin. Le groupe a du mal à croire l'histoire de Koji car elle semble si ridicule, donc pour le leur prouver, Koji soulève nonchalamment la pierre qui tenait l'épée, un exploit qui devrait être encore plus impossible que de simplement retirer l'épée par la force brute. Étonnés, ils demandent tous à Koji quel est son niveau, et Koji les informe qu'il est de niveau 999, ce qui stupéfie absolument le groupe. Ils auraient du mal à le croire s'ils ne regardaient pas son écran de statistiques en ce moment, mais le fait reste qu'il a essentiellement volé et perdu le trésor qu'ils allaient utiliser pour vaincre le Seigneur Démon, donc Kroll demande à Koji de rejoindre leur groupe et d'utiliser sa force pour les aider à vaincre le Seigneur Démon. Cependant, à sa surprise, Koji refuse catégoriquement car il n'aime pas vraiment l'idée de s'impliquer, et le roi démon ne lui a jamais rien fait personnellement. Bien sûr, il ne dit pas que le groupe du héros a tort de vouloir éliminer le roi démon, mais il ne veut tout simplement pas en faire partie. Il prend ensuite la fille et sort du donjon, et alors qu'ils atteignent la sortie, il lâche sa main et se prépare à rentrer chez lui, mais soudainement, la fille appelle Koji et lui demande de l'épouser, ce qui est la dernière chose à laquelle il s'attendait de sa part. Koji n'est pas milliardaire, donc il n'a aucun intérêt pour les mineurs et continue de s'éloigner, mais la fille court après lui et le supplie d'attendre. Koji lui dit carrément qu'il ne peut pas épouser une gamine comme elle, mais Alice lui dit que ce n'est pas obligé d'être tout de suite et qu'elle est prête à attendre quelques années. Koji n'est vraiment pas à l'aise avec cette conversation, donc il change de sujet et demande pourquoi elle recherchait l'épée légendaire en premier lieu, alors elle explique que son père est le roi démon et qu'il est très malade depuis quelque temps, et elle craignait que dans son état actuel, si les héros réussissaient à mettre la main sur l'épée, pourraient le tuer. Koji est surpris d'apprendre que le roi démon est malade depuis un an alors qu'il allait bien la dernière fois que Koji l'a vu, et Alice est surprise d'apprendre que Koji connaît son père, mais Koji dit qu'il est juste tombé sur le roi démon une ou deux fois il y a quelques années. Alice demande si c'est pour cela qu'il a refusé d'aider les héros à tuer le roi démon, mais Koji dit que ce n'est pas ça. Il ne pense tout simplement pas que tuer le seigneur démon ferait du bien. Après tout le problème est causé par le fait que les démons libèrent du miasme qui crée à son tour des monstres qui attaquent les humains. Les démons eux-mêmes ne souhaitent pas intrinsèquement nuire aux humains, mais simplement par leur présence, ils font souffrir les humains, donc faire quelque chose comme tuer le roi démon serait inutile à long terme. Alice dit qu'elle essaie de travailler pour une coexistence pacifique entre les humains et les démons, et pour cela, elle doit prouver que les deux espèces peuvent s'entendre, c'est pourquoi elle veut épouser Koji, mais Koji refuse toujours, et il dit à Alice que ce qu'elle espère est pratiquement impossible. Les démons ne sont pas vraiment différents des humains, à part le fait que leur miasme crée des monstres, et tout le monde le sait déjà, mais les humains continuent d'essayer de tuer les démons pour arrêter les attaques de monstres, et les démons doivent tuer des humains pour se défendre, ce qui ne fait qu'alimenter davantage le ressentiment. Aussi déprimant que ce cycle puisse paraître, Koji dit que c'est juste comme ça que le monde fonctionne et qu'il n'y a rien qu'il puisse y faire. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, le groupe du héros est occupé à réfléchir à quoi faire maintenant que l'épée légendaire a disparu. Kroll dit qu'ils vont devoir trouver un nouveau plan, donc pour l'instant, ils devraient retourner en ville pour se regrouper, mais quelque chose semble clairement déranger Rex car juste avant que Koji ne parte, il s'est penché et lui a dit qu'il ne comprend tout simplement pas encore comment le monde fonctionne, et Rex ne peut s'empêcher de penser que Koji sait quelque chose qu'il ignore, mais tant qu'il ne pourra pas découvrir ce que c'est, il prévoit de faire tout son possible pour devenir assez fort afin d'accomplir leur mission. Alors que Koji rentre en ville, il remarque qu'Alice l'a suivi tout ce temps, et il en a assez, alors il lui demande ce qu'elle veut maintenant puisqu'il a déjà refusé sa demande en mariage, mais Alice lui dit que ce n'est pas ça. Bien sûr, elle serait heureuse si Koji acceptait de l'épouser, mais puisqu'il a dit non, elle espérait en fait qu'il pourrait lui acheter quelque chose. L'état de son père est assez mauvais en ce moment, donc elle voulait obtenir de l'eau spirituelle pour l'aider à guérir, mais le médicament n'est vendu que dans la ville humaine et Alice ne peut pas y aller car, avec le miasme qui s'échappe de ses cornes, les gens découvriraient instantanément qu'elle est un démon. Elle mentionne également qu'elle a apporté l'argent pour l'acheter, et en disant cela, elle sort un sac de 500 pièces d'argent, mais Koji lui dit que l'eau spirituelle coûte en réalité 10 pièces d'or, donc ce qu'elle a n'est pas du tout suffisant. Alice n'avait aucune idée que le médicament serait si cher, alors elle demande à Koji s'il serait prêt à lui prêter l'argent pour l'acheter.
Koji ne répond pas tout de suite et demande plutôt si elle pense que le médicament va vraiment résoudre quoi que ce soit car même si son père va mieux, les humains vont toujours le poursuivre et finiront par réussir à le tuer. Alors il lui demande si elle ne ressent pas au moins un peu de ressentiment envers l'humanité pour cela, mais du point de vue d'Alice, détester l'humanité ne l'aiderait pas à résoudre ses problèmes, c'est pourquoi elle préfère plutôt concentrer son énergie à essayer d'unir les humains et les démons pour qu'ils puissent tous s'entendre, d'autant plus qu'elle sait qu'il y a des humains comme Koji qui ne sont pas hostiles envers les démons. Koji est surpris par sa réponse, mais il peut respecter son dévouement, donc il accepte de l'aider à payer le médicament, mais uniquement à condition qu'elle vienne avec lui en ville. Alice essaie de lui dire qu'elle ne peut pas y aller car ses cornes la trahiront, mais Koji y avait déjà pensé, donc il sort un ruban et, à sa surprise, le miasme cesse complètement de s'échapper. Elle est absolument émerveillée par les propriétés du ruban, alors elle demande à Koji comment il l'a fabriqué, et il explique qu'il a obtenu les matériaux en détruisant un cristal d'apparition de monstre juste au moment où il allait faire apparaître quelque chose. Il n'est pas vraiment sûr de comment ça marche, mais ainsi, Alice devrait pouvoir entrer en ville avec lui sans aucun problème. Une fois en ville, Alice est émerveillée par tout ce qui l'entoure car c'est sa première fois dans une ville comme celle-ci. Un marchand à proximité remarque à quel point Alice est impressionnée, et devinant que c'est sa première fois en ville, il lui offre une pomme gratuitement comme cadeau de bienvenue. Alice est très reconnaissante et remercie l'homme, et alors qu'elle et Koji continuent de marcher, elle demande à Koji combien coûte une pomme comme celle-ci. Comme Alice ne semble pas avoir une bonne idée de la valeur de l'argent, il explique que la pomme vaut 150 pièces de cuivre, et que 10 000 pièces de cuivre équivalent à une pièce d'argent, ce qui est suffisant pour s'offrir un festin complet. 1000 pièces d'argent équivalent à une pièce d'or, ce qui peut acheter une petite maison. Cela signifie que 10 pièces d'or est une somme assez importante à payer pour l'eau spirituelle, et en fait, c'est tellement cher que même certains nobles ne peuvent pas se le permettre. Alice demande à Koji s'il est vraiment d'accord pour dépenser autant d'argent pour elle, mais il dit que ça va car il peut probablement faire rembourser le roi démon plus tard. Après avoir dîné avec Alice, Koji la ramène dans sa chambre et lui dit d'attendre ici un moment car il y a quelqu'un qu'il veut amener, mais quand Koji revient enfin, Alice est morte de peur car il a amené un grand homme costaud avec lui. Elle s'évanouit sur place de frayeur, mais après avoir repris connaissance, Koji explique que c'est son amie, Takako, et bien qu'elle n'en ait pas l'air, c'est en fait une nonne de niveau 124. Il dit à Alice qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour Takako car il lui a déjà dit qu'Alice est un démon, et Takako s'en fiche. Il fut un temps dans la vie de Takako où elle pensait que tous les démons devaient être éradiqués, mais un jour, alors qu'elle était blessée et sur le point de mourir, un démon lui a sauvé la vie, et depuis lors, elle a abandonné l'idée de chasser les démons. Il prévoit d'escorter Alice jusqu'au château du Seigneur Démon demain, mais soudainement, des monstres commencent à pleuvoir du ciel, et il est révélé qu'un général démon est derrière l'attaque. Il s'adresse à toute la ville et leur dit de se soumettre au pouvoir des démons car c'est une invasion, et il est certain qu'ils n'ont pas la puissance de riposter contre autant de monstres, mais quand Koji se retrouve face à face avec l'un des sangliers, il le lance simplement en l'air pour éliminer un des oiseaux, mais il réalise ensuite que l'argent est tombé quelque part en ville, donc il se précipite pour aller le ramasser. Pendant qu'il est occupé à faire cela, Takako protège Alice, mais elles finissent bientôt par tomber sur le groupe du héros, et ils essaient actuellement de rallier les gens pour riposter contre les démons et abattre les oiseaux avec toute la puissance de feu dont ils disposent. Alors qu'ils s'apprêtent à déchaîner un barrage dans le ciel, Koji apparaît et les arrête. Il dit au groupe que ce qu'ils s'apprêtent à faire est incroyablement stupide car ils n'ont pas pris en compte le fait que s'ils ratent leur tir, ceux-ci vont retomber directement sur eux, et même s'ils parviennent à abattre tous les oiseaux, cela forcera simplement le démon à libérer tous ces monstres d'un coup. Kroll admet que Koji a raison, mais elle lui demande s'il a de meilleures idées, et à cela, Koji lui dit qu'il va monter parler au général démon pour savoir ce qu'il veut. Les autres pensent que c'est une idée terriblement risquée, mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, Koji a déjà bondi dans les airs, et avec un petit coup de pouce de Takako, il réussit à atterrir sur le dos de l'oiseau du général démon pour pouvoir lui parler. Le démon est choqué et demande comment Koji a réussi à monter ici, supposant qu'il doit être un héros, mais Koji explique qu'il n'est qu'un villageois et qu'il a simplement sauté jusqu'ici. Le général démon pense qu'il doit mentir, car un villageois ne pourrait pas faire une chose pareille, et Koji ne veut pas perdre de temps à essayer de le convaincre, alors il lui montre simplement son écran de statistiques. Le démon est encore plus choqué lorsqu'il réalise que Koji est niveau 999, et il le juge comme une trop grande menace pour le laisser tranquille, alors il lance immédiatement plusieurs sorts de feu pour l'attaquer, mais même si les sorts ont touché directement, ils n'ont absolument pas fait de dégâts à Koji et se contentent de brûler sa chemise. Le démon est secoué, car il commence à réaliser qu'il n'a aucune chance de battre Koji comme ça, mais Koji lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il n'est pas là pour se battre et il n'a pas non plus l'intention de tuer le Seigneur Démon. En fait, lui et le Seigneur Démon sont justement des connaissances, et il a même la fille du Seigneur Démon, Alice, sous sa garde en ce moment. Le démon est surpris que Koji connaisse Alice,
et il demande si cela signifie que Kuji est du côté des démons, mais Kuji précise qu'il n'a tout simplement pas d'intérêt à tuer des démons. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle il est monté ici en premier lieu était parce qu'il avait une question pour le démon, alors il lui demande si c'est vraiment le seigneur démon qui a ordonné cette attaque. Le démon pense que c'est une question stupide, car, bien sûr, le seigneur démon serait celui qui autoriserait une attaque comme celle-ci, et il demande pourquoi Kuji prendrait la peine de poser une question aussi évidente, alors Kuji explique que, d'après ce qu'Alice lui a dit, le seigneur démon était actuellement trop malade pour bouger, et que cela signifie qu'il ne serait pas en état de donner l'ordre d'une invasion, alors il demande au démon s'il se souvient vraiment d'avoir reçu l'ordre d'invasion directement du seigneur démon. Le général démon réfléchit un instant, et il finit par réaliser que, bien que le seigneur démon soit présent lorsque l'ordre a été donné, il n'a rien fait ni bougé de sa chaise de tout le temps, et celui qui a effectivement donné l'ordre était son conseiller. Il est clair que quelque chose ne tourne pas rond, alors le général démon prévoit de rentrer dès que possible pour confronter le conseiller et exiger des réponses, mais Koji lui dit d'attendre, car il y a encore une chose qu'il veut faire. Il attrape alors l'un des oiseaux et procède à sauter d'oiseau en oiseau, les tuant l'un après l'autre. Le général démon lui demande ce qu'il pense faire, alors Kuji explique que, puisqu'il est là de toute façon, il s'est dit qu'il pourrait aussi bien gagner un peu d'argent en éliminant quelques monstres au sol. Les autres sont choqués en voyant Kuji éliminer plusieurs oiseaux tout seul, mais ils n'ont pas le temps de rester là à admirer, car il y a encore plusieurs personnes qui ont besoin d'aide en ce moment. Pendant ce temps, Kuji continue de détruire des oiseaux jusqu'à ce que le dernier restant soit celui sur lequel lui et le général démon se tiennent. Le général démon exige de savoir ce que Kuji pense faire, puisqu'il a encore besoin de retourner au château démon pour découvrir si le seigneur démon est vraiment contrôlé, mais Kuji lui dit qu'il va devoir être patient, car il n'est probablement pas sûr pour lui de revenir tout de suite. Si le seigneur démon est vraiment contrôlé, alors celui qui est derrière tout cela verrait le général démon comme une menace s'il revenait soudainement et commençait à poser des questions. Donc la meilleure façon de gérer la situation est de prétendre que toute sa force a été anéantie et de se faufiler dans le château pour pouvoir rassembler des informations sans attirer trop l'attention sur lui. Cela dit, Kuji écrase alors le dernier oiseau, le détruisant instantanément et envoyant lui-même et le général démon tomber en chute libre vers le sol. Le général démon est absolument terrifié, mais Kuji lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, puisqu'ils sont tous les deux assez forts, donc une chute comme celle-ci ne suffira pas à les tuer, probablement. Un peu plus tard, après être tombé au sol, Kuji a fini de ramasser toutes les pièces des oiseaux qu'il a tués, et maintenant il attend juste que le général démon se réveille. Le général démon finit par reprendre conscience, et il est émerveillé que Kuji ait pu supporter une chute comme celle-ci sans subir le moindre dégât. Kuji commence alors à charger toutes les pièces dans un sac et demande au général démon quel est son nom, car il en a assez de l'appeler tout le temps le général démon, et on l'informe que son nom est Menao. Il explique qu'il sert le seigneur démon et la princesse Alice depuis 3 ans maintenant, mais Kuji s'en moque pas mal, alors il retourne ranger ses pièces. Menao demande à Koji s'il ne va vraiment pas le tuer, et Kuji dit qu'il ne se sentirait pas bien de tuer quelqu'un qui tient tant au seigneur démon et à Alice. Menao ne comprend pas pourquoi un humain comme Kuji se soucierait de ce qui arrive à un démon, mais Kuji dit que, si ce n'était pas le fait que le mana des démons fait apparaître des monstres, alors les humains et les démons pourraient très bien s'entendre, mais à cause de la façon dont les choses sont, les humains attaquent les démons pour tenter d'empêcher l'apparition de monstres, et les démons attaquent les humains pour se défendre. Il porte ensuite le sac de pièces sur son dos et dit à Menao qu'il reviendra demain matin avec Alice, pour qu'ils puissent tous se rendre ensemble au château démon. Menao est surpris que Kuji soit prêt à pénétrer en territoire ennemi si facilement, mais Kuji dit qu'il a fait une promesse à Alice de la ramener chez elle saine et sauve, et en plus, il veut voir par lui-même la situation là-bas. Le lendemain matin, tout le monde en ville est occupé à reconstruire, et Kuji est en train de prendre le petit déjeuner avec Alice avant qu'ils ne commencent leur voyage vers le château. Alice le remercie d'avoir réussi à s'arranger avec Menao plutôt que de le tuer, et Kuji dit que c'était heureusement assez facile, puisque Menao était un gars raisonnable. Sur ce, il est temps qu'ils partent le retrouver dans la forêt de Feb, alors Kuji, Alice et Takako partent ensemble. Quand Menao les voit approcher, il sort des buissons et s'agenouille devant Alice pour s'excuser d'avoir attaqué la ville qu'elle visitait actuellement. Alice lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser, car il n'y avait aucun moyen qu'il le sache, et Menao est reconnaissant qu'elle comprenne, mais juste à ce moment, il remarque Takako debout là, et bien qu'il sache que Kuji n'est pas une menace, il reste méfiant envers les autres humains, alors il se met en garde. Cependant, avant qu'il ne puisse attaquer, Alice se met devant Takako et dit à Menao qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car Takako est une amie à elle et elle la protège aux côtés de Kuji. Cela calme Menao, alors lui et Takako se présentent l'un à l'autre, mais juste au moment où ils s'apprêtent à partir pour le château démon, Rex et les autres membres du groupe de héros surgissent soudainement des buissons et les encerclent. Ils se doutaient que quelque chose n'allait pas chez Kuji depuis leur dernière rencontre, et leurs soupçons sont confirmés, car il travaille clairement avec les démons,
alors ils vont le purger. Kuji admet qu'ils ont bien fait de l'espionner pour obtenir des preuves, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi à la situation, car quel est l'intérêt de les encercler et d'annoncer leur intention d'attaquer alors que Kuji pourrait tous les anéantir s'il le voulait? Pour le démontrer, il fait un pas de flash devant Crawl et lui donne un petit coup sur la tête, mais même s'il est clair qu'ils n'ont aucune chance de gagner ici, Rex continue de brandir son épée, car il refuse d'abandonner tant qu'il n'aura pas éliminé tous les démons maléfiques. Cependant, Kuji lui demande pourquoi il croit que les démons sont maléfiques en premier lieu. Il ne niera pas que le mana des démons cause du tort aux humains sous forme de monstres, mais cela ne signifie pas que les démons sont intrinsèquement mauvais, et Alice en est la preuve. L'autre jour, ils ont accepté de la laisser partir car elle ne semblait pas menaçante, mais non seulement Alice est un démon, elle est aussi la fille du seigneur démon, pourtant ils n'ont pas pu faire la différence. Kuji reconnaît que le mana démon cause des dégâts, et c'est pourquoi il ne prévoit pas de les empêcher de tuer le seigneur démon, mais il croit que les démons ne sont pas intrinsèquement mauvais. Le groupe commence à comprendre le point de Kuji, mais même si Alice n'est pas mauvaise, Tina fait remarquer que Mono doit être mauvais, puisqu'il a attaqué la ville et que beaucoup de gens ont été blessés à cause de lui, et oui, Kuji n'a pas vraiment de répartie à cela, donc le mieux qu'il puisse faire est de s'excuser au nom de Mono. Ils ont techniquement tous les droits de vouloir arrêter Mono pour ce qu'il a fait, mais Kuji demande s'il pourrait lui accorder un peu de temps, car il veut se rendre au château du Seigneur Démon et jeter un coup d'œil, puisqu'il sait que le Seigneur Démon n'ordonnerait jamais une attaque contre une ville humaine. Après tout, la seule chose que veut le Seigneur Démon, c'est une coexistence pacifique avec les humains. Rex ricane et dit qu'il n'y a aucun moyen pour Kuji de savoir cela avec certitude, mais Kuji dit qu'il l'a entendu du Seigneur Démon lui-même, donc il en est assez sûr. Les autres sont surpris d'apprendre que Koji a déjà rencontré le Seigneur Démon, et Kuji continue en leur demandant si l'un d'eux a déjà entendu parler de démons attaquant une ville humaine avant maintenant. Certes, le mana des cornes du Seigneur Démon crée des monstres qui peuvent attaquer de temps en temps, mais cela ne signifie pas que le Seigneur Démon les contrôlait personnellement. Les autres pensent tous que Koji avance des arguments solides, mais Parna, en revanche, ne se soucie pas un seul instant de ce qu'il a à dire et attaque avec une boule de feu. Elle dit ensuite aux autres qu'il y a de fortes chances que Kuji ait été lavé par les démons, donc ils ne peuvent pas faire confiance à ses paroles. Kuji s'est dit que ce ne serait pas si facile de les convaincre d'arrêter de haïr les démons, alors il attrape les autres et ils se mettent tous à courir. Rex et son équipe veulent les poursuivre, mais Tina tombe, alors ils sont obligés de vérifier son état. Quand ils reprennent la poursuite, Kuji et les autres sont déjà loin, et Rex essaie de se convaincre qu'il fait la bonne chose en combattant pour éradiquer tous les démons, puisque c'est la seule façon d'empêcher l'apparition de monstres, mais Parna, elle, n'a jamais remis en question sa motivation une seule seconde, car elle se souvient de ses proches tués sous ses yeux par un démon, et aucune quantité de Utok no Jutsu ne suffirait jamais à lui faire pardonner la race démoniaque pour cela. Plus tard dans la nuit, Kuji et les autres montent un campement tout en planifiant l'itinéraire qu'ils vont prendre pour aller au château démon, et selon la carte, ils vont devoir passer par les îles Aros, mais c'est encore loin d'ici, donc pour l'instant, Takako pense que leur objectif immédiat devrait être d'atteindre la ville de Samuria, car c'est beaucoup plus proche. Cependant, il y a toujours le problème du mana démoniaque de Mono, car il ne voudrait pas qu'il soit découvert. La meilleure solution serait d'utiliser l'une des griffes que Koji a données à Alice pour supprimer son mana, mais il n'en a qu'une seule, donc Mono va devoir rester caché autant que possible. Continuant, puisque Mono a été envoyé pour attaquer Velmo, Kuji demande si cela signifie également que des attaques ont été lancées ailleurs comme à Salmaria, et Mono le confirme, mais il précise que l'attaque initiale ne devait être qu'un message, donc la véritable invasion n'a pas encore eu lieu. Quand ils arrivent à Salmaria, pour éviter de susciter les soupçons, Kuji apporte une tonne de cornes de démons, car ils peuvent utiliser le mana démoniaque qui en émane pour masquer la présence de Mono. En arrivant à l'entrée de la ville, le garde peut immédiatement sentir que quelque chose ne va pas avec leur carrosse, car il perçoit beaucoup d'énergie démoniaque qui en provient, mais Alice attrape l'une des cornes de démon bleu et dit au garde que le mana vient de celle-ci. Ils disent qu'ils ont apporté les cornes de démon bleu ici pour les vendre, et le garde croit complètement leur histoire, les informant même qu'il y a actuellement un défilé en ville pour célébrer leur récente victoire sur les forces démoniaques qui ont tenté d'envahir leur cité. Cependant, d'après ce que Mono leur a dit plus tôt, ils savent que l'invasion que les gens croient avoir déjouée n'était rien de plus qu'une attaque préliminaire, donc avec eux tous occupés à célébrer comme ça, si la véritable invasion commençait, ils finiraient tous morts ou réduits en esclavage, et à ce moment-là, la coexistence entre humains et démons serait impossible. Ils vont devoir arrêter l'invasion avant qu'elle n'ait lieu en se rendant au château démon avant cela, mais malheureusement, les portes de la ville sont fermées pour le festival la nuit, donc ils vont devoir attendre demain pour reprendre la route. Kuji décide d'emmener Alice dans un restaurant à proximité pour qu'ils puissent y dîner, mais dès qu'ils entrent, ils se retrouvent face à face avec Rex et son équipe, qui se trouvent justement être venus dans cette ville aussi, et dès qu'ils réalisent que Kuji est là, ils se lèvent tous pour le poursuivre à nouveau. Kuji attrape Alice et s'enfuit dans une ruelle pour les semer,
Mais juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, soudainement, un énorme monstre de niveau 200 tombe du ciel et s'écrase dans la ville, et plusieurs autres suivent peu après, semant le chaos absolu. Kuji ne peut pas laisser les monstres détruire la ville, alors il saute immédiatement dans la mêlée et commence à les combattre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le groupe de héros cherche toujours Kuji, mais ils l'ont perdu de vue il y a un moment car il est si rapide. Tina suggère qu'il pourrait informer les habitants du fait que Kuji travaille actuellement avec les démons, car elle est sûre qu'ils seraient tous prêts à aider à le chercher s'ils connaissaient la situation. Cependant, Rex ne pense pas que ce soit une si bonne idée, car, même s'il déteste l'admettre, Kuji pourrait les anéantir à tout moment s'il le voulait, donc ce serait une mauvaise idée de le placer dans une position où il est acculé par une foule en colère, car il pourrait réagir violemment et blesser les citoyens. Les autres conviennent qu'il serait risqué de faire quelque chose comme ça, mais Kroll ne pense pas réellement que Kuji soit le genre de personne à mettre des innocents en danger. Après tout, s'il l'avait vraiment voulu, il aurait pu simplement se débarrasser d'eux dans la forêt, mais il a plutôt choisi d'essayer de discuter, même s'il l'attaquait. Après avoir écouté l'argument de Kroll, Rex est d'accord avec elle sur le fait que Kuji n'est peut-être pas aussi mauvais qu'il le pensait initialement, mais Parna insiste toujours sur le fait que quiconque travaille avec des démons doit être absolument maléfique. Rex comprend pourquoi elle pourrait ressentir cela, mais il pense toujours que, pour l'instant, leur meilleur plan d'action serait de laisser Kuji partir. Parna n'arrive pas à croire que Rex ait réellement l'intention d'arrêter d'essayer de capturer Kuji, même s'il voyage avec la fille du seigneur démon, et elle l'accuse de se ranger également du côté des démons. Mais Rex l'assure qu'il est toujours fermement opposé aux démons. Il sait simplement qu'il y a plus dans l'histoire de Kuji qu'il n'y paraît, alors il veut d'abord lui poser quelques questions avant de faire quoi que ce soit. Kroll et Tina sont d'accord, car elles ont aussi des questions à poser à Kuji, donc Parna est forcée d'accepter également. Soudain, ils entendent tous le cri de panique d'innombrables citoyens, alors Kroll se précipite pour voir ce qui se passe et proposer son aide. Elle arrive juste à temps pour sauver l'un des citoyens, sur le point d'être écrasé, grâce à son bouclier divin. Elle demande à l'homme de se lever et de courir, car son sort ne va pas durer très longtemps contre ce genre de force, mais l'homme ne peut pas bouger du tout pour l'instant, alors il lui dit de l'oublier et de courir pendant qu'elle le peut encore. Cependant, Kroll refuse absolument de l'abandonner, car c'est son devoir, en tant que royal, de s'assurer qu'elle protège ses sujets. Malheureusement, au bout d'un moment, le monstre parvient à briser son bouclier, laissant Kroll et l'homme complètement sans défense. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à les écraser tous les deux, Kuji arrive juste à temps pour bloquer l'attaque. Il avait vu à quel point Kroll s'était battu durement pour défendre cet homme, et il est impressionné, il ne pensait pas qu'elle avait ce genre de volonté en elle. Il s'occupe ensuite du monstre d'un seul coup de poing, et maintenant que c'est sûr, Kroll dit à l'homme de se mettre en sécurité. L'homme la remercie pour son aide et s'enfuit, alors que Rex et les autres arrivent. Il se fige en voyant Kuji, mais Kroll brise la glace en leur disant que Kuji vient de la sauver. En entendant cela, Rex se détend un peu et demande ce qui s'est passé ici, alors Kuji explique qu'ils viennent d'être attaqués par un monstre de niveau 200, mais qu'il s'en est occupé. Rex n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre et demande à Kuji quelle compétence il a utilisée pour vaincre un monstre aussi puissant, mais Kuji dit qu'il n'a en fait utilisé aucune compétence, il l'a juste frappé très fort. Rex a du mal à croire qu'un tel monstre puisse être abattu par une attaque de base comme celle-ci, mais Kroll l'assure que ce que Kuji vient de dire est vrai, car elle l'a vu de ses propres yeux. Juste à ce moment, Alice rattrape Kuji et elle devient très nerveuse en voyant Rex et les autres, car elle pense qu'ils vont l'attaquer à nouveau. Mais Rex précise qu'ils veulent juste parler et lui poser quelques questions. Kuji est prêt à répondre à toutes les questions qu'il pourrait avoir, mais il dit qu'il faudra attendre qu'il ait fini de gérer la situation en ville. Cependant, avant que Kuji ne s'enfuit, Parna lui demande s'il n'essaie vraiment pas d'aider les démons à gagner la guerre, mais Kuji n'a aucune idée d'où elle tient cette idée, car il a clairement dit depuis le début qu'il est neutre. Alors que Kuji dit cela, l'un des gardes de la ville arrive en courant vers tout le monde et leur crie de s'enfuir immédiatement. Rex suppose qu'il doit s'agir des grands monstres qui ont atterri en ville, mais le garde explique que c'est bien pire que cela, il vient de voir une armée massive de monstres, forte d'environ 10 000, marcher vers la ville. Ils sont tous choqués en entendant cela, et si ce que dit le garde est vrai, alors les habitants de cette ville n'ont aucune chance. Rex dit qu'ils vont devoir se retirer et mettre autant de personnes que possible en sécurité, et Kroll demande l'aide de Kuji. Il dit qu'il est plus qu'heureux d'aider, mais d'abord il doit appeler ses amis à l'auberge, et en attendant, il demande au groupe de héros de l'aider à veiller sur Alice. Ils sont tous choqués de l'entendre dire cela, car ils ont déjà clairement fait savoir que les démons sont leurs ennemis jurés, et Rex demande pourquoi Kuji serait prêt à laisser Alice sous leur garde alors qu'il pourrait simplement la tuer dès qu'il sera parti. Cependant, Kuji fait remarquer que si Rex avait vraiment l'intention de la tuer, il ne prendrait pas la peine de l'en avertir à l'avance. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils avaient des questions auxquelles ils voulaient qu'il réponde, et ils ne pourront pas obtenir de réponse de sa part s'ils découvrent qu'ils ont blessé Alice. Parna fait remarquer que, pour sa part,
Elle n'a aucun intérêt à poser des questions à Kuji, donc elle n'a aucune raison de laisser Alice en vie, et Kuji n'a pas vraiment de réponse à cela. Alors il leur demande à nouveau, s'il vous plaît, de veiller sur elle pour lui, avant de s'enfuir. Parna dit à Alice qu'il semble que Kuji l'ait abandonné, mais Alice dit que ce n'est pas vrai. Il leur fait assez confiance pour croire qu'ils ne lui feront pas de mal, et si Kuji leur fait confiance, alors Alice va choisir de leur faire confiance aussi. Kroll assure à Alice qu'elle n'a rien à craindre, car elle en est venue à apprendre que Kuji n'est pas une mauvaise personne, et qu'au minimum, Alice n'est pas un démon dangereux, donc ils ont l'intention de tenir leur promesse et de la protéger. Après cela, Alice et les autres aident à diriger les citoyens alors qu'ils évacuent la ville, tandis que Kuji s'enfuit seul. Peu de temps après, Takako et Menao finissent par rencontrer le groupe de héros, mais étrangement, Kuji n'est pas avec eux, ni Menao ni Takako n'ont réellement vu Kuji, même s'il a dit qu'il allait les appeler, donc Alice ne peut s'empêcher de s'inquiéter, car elle n'a aucune idée de ce que Kuji manigance. Juste alors, un garde court vers le groupe et demande leur aide, car il vient de voir un homme courir affronter toute l'armée de monstres seul, et il est inquiet, il pense que le type n'a aucune chance, alors il les supplie d'aller le sauver. Tout le monde réalise que la personne à laquelle il fait référence doit être Kuji, et Alice commence à s'inquiéter. Elle sait que Kuji a très probablement décidé d'essayer de vaincre les monstres par lui-même, car si cette ville était détruite, cela élargirait encore plus le fossé entre les humains et les démons, et la coexistence deviendrait pratiquement impossible. Mais même avec toute la force de Kuji, il va encore avoir beaucoup de mal à faire face à une armée aussi nombreuse, alors tout le monde décide de se rendre en première ligne pour l'aider. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Kuji fait actuellement de son mieux pour repousser l'armée de monstres qui se rapproche, et alors que les autres arrivent, il le repère au milieu d'un combat intense. Les membres du groupe de héros demandent à Takako pourquoi Kuji a choisi de venir se battre seul, alors qu'il avait des gens pour le soutenir, et elle explique que c'est probablement parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre meure. Kroll demande ce que Takako entend par là, alors elle continue en expliquant que Kuji se bat pour le bien des humains et des démons, si quelqu'un de l'un ou l'autre camp devait mourir, cela rendrait la réalisation de l'unification beaucoup plus difficile pour lui, avec tout le ressentiment grandissant. Rex est surpris d'apprendre que le but de Kuji est l'unification des deux races, mais même au niveau 999, affronter une horde de monstres comme celle-ci est carrément imprudent. Takako est d'accord avec lui, mais elle dit que Kuji ne s'est jamais soucié de savoir si une décision est imprudente ou non. En fait, il n'a aucune peur de mourir, et la seule chose qui continue de le pousser est la volonté d'accomplir son objectif. Rex demande ce qui a bien pu arriver à Kuji pour le rendre si déterminé à atteindre son but, et Takako explique que le passé de Kuji n'est pas si différent de celui de Rex. Parce que, tout comme Rex, quand Kuji était jeune, son père a été tué par un monstre. Au début, Kuji a juré de se venger de tous les démons pour ce qui était arrivé à son père, et il a commencé à s'entraîner sans relâche pour devenir assez fort afin d'accomplir sa vengeance. Il a rapidement réalisé que la classe villageois était conçue pour être faible, et tenter de combattre des monstres en tant que villageois mettrait sa vie en danger constant, même contre les plus faibles des monstres. C'est pourquoi aucun villageois ne prenait la peine d'essayer de combattre les monstres, mais Kuji n'a jamais abandonné. Au bout d'un moment, il a réalisé qu'en échange d'être plus faible que toutes les autres classes, les villageois peuvent monter de niveau beaucoup plus rapidement que les autres, à condition qu'ils fournissent les efforts. À l'âge de 9 ans, Kuji avait déjà atteint le niveau 53. Mais un jour, alors qu'il rentrait chez lui comme d'habitude, il a découvert que tout son village avait été pillé par des bandits, et que tout le monde, y compris sa mère, avait été tué. À ce stade de la vie de Kuji, son père avait été tué par des monstres et sa mère avait été tuée par des humains. À travers le traumatisme et la douleur de toute cette situation, Kuji a pris conscience de quelque chose, après que son père ait été tué, il avait juré d'éradiquer les démons par vengeance, allait-il faire la même chose et jurer d'éradiquer tous les humains aussi, parce que ce sont les humains qui ont tué sa mère? Simplement parce qu'un petit groupe d'une race a fait quelque chose de terrible ne justifie pas l'éradication de toute la race, et c'est pourquoi Kuji essaie de mettre fin à la guerre. Après avoir entendu tout cela, Rex réalise qu'il a peut-être été trop étroit d'esprit dans ses opinions sur les démons, et Kroll pense la même chose. Mais elle a encore une question qu'elle aimerait poser à Kuji, car elle se souvient qu'il a admis que les démons sont effectivement dangereux parce qu'ils créent des monstres, alors elle veut savoir comment il compte gérer cela s'il recherche véritablement la paix dans le monde. Pour s'assurer d'avoir la chance de lui demander en personne, Kroll se prépare à rejoindre Kuji au combat, et Rex et les autres acceptent de l'accompagner. Mais Parna précise qu'elle n'a toujours pas changé d'avis sur les démons. Menao et Takako prévoient également de rejoindre Kuji, alors Takako dit à Alice de trouver un endroit sur où se cacher entre-temps, avant de se précipiter pour rejoindre le combat. Pendant ce temps, Kuji commence à manquer d'énergie, car il combat tous ces monstres depuis un moment maintenant, et sa compétence de récupération n'arrive pas à suivre tous les dégâts qu'il a subis, donc les choses ne s'annoncent pas bien pour lui. Il finit par être coincé par un groupe de monstres, mais avant qu'il ne puisse l'achever, il est sauvé par un éclair de foudre sacré de Rex.
Kuji est choqué de voir que le groupe de héros est réellement venu l'aider, et il demande ce qu'ils font ici. Alors Kroll dit qu'elle a encore des questions à lui poser, donc elle ne peut pas le laisser mourir ici, et Rex dit qu'en tant que héros, il ne peut pas laisser Kuji faire tout le combat tout seul. Meno et Takako se joignent également à eux peu après, et pendant qu'ils retiennent les monstres, Tina s'approche de Kuji et commence à le soigner, car il est dans un assez mauvais état. Kuji leur dit qu'il ne devrait vraiment pas être ici, car il y a de fortes chances qu'il meure, mais Kroll l'assure que personne ne va mourir, et ils ne laisseront pas Kuji mourir non plus, donc ils devraient avoir confiance en eux. Kuji comprend, donc après que Tina ait fini de le soigner, il se lève et dit à tout le monde d'éliminer autant de monstres que possible, et de battre en retraite si les choses deviennent trop dangereuses, car il ne veut perdre personne ici ce soir. Cependant, même si Kuji dit tout cela, il ne faut pas longtemps avant qu'il ne soit pris par surprise par un énorme rocher lancé par l'un des monstres, et il finit par être gravement blessé. Mais comme il n'est plus seul, Tina vient le soigner à nouveau pendant que les autres le couvrent, et Kuji doit admettre que c'est agréable d'avoir une équipe complète sur laquelle il peut compter. Le groupe continue de se battre avec tout ce qu'il a pour maintenir les monstres à distance, et Alice se cache en bordure du champ de bataille parce qu'elle ne serait pas d'une grande aide dans un combat comme celui-ci, mais elle veut quand même aider d'une manière ou d'une autre, alors elle commence à retourner en ville parce qu'elle a une idée. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Takako dit à Rex qu'il peut lui laisser certains des monstres les plus coriaces et se concentrer lui-même sur les plus faibles, et au début, Rex rejette l'idée car ce ne serait pas juste pour lui de laisser intentionnellement les monstres les plus coriaces à sa charge. Takako apprécie l'attention, mais elle informe Rex qu'elle possède une compétence qui lui permet de contourner la résistance ennemie lorsqu'elle attaque, donc éliminer les monstres les plus coriaces n'est pas si difficile pour elle. Elle lui dit que s'il continue à perdre du temps à se disputer pour quelque chose comme ça, encore plus de monstres leur échapperont et atteindront la ville. Rex est choqué d'apprendre que Takako a vraiment une compétence comme celle-là car cela doit signifier qu'elle est au-dessus du niveau 100, et cela lui fait réaliser qu'il a encore un long chemin à parcourir s'il veut être à la hauteur du titre de héros. Juste à ce moment-là, Kuji remarque par hasard Parna et Kroll à proximité, alors il demande si l'une d'elles est capable d'utiliser de la magie de zone. Elles confirment toutes les deux qu'elles peuvent utiliser ce genre de magie, et avant qu'elles ne puissent demander pourquoi Kuji voulait le savoir, Kuji les prend toutes les deux dans ses bras avant de sauter dans les airs. Les deux sont surprises au début, mais elles réalisent rapidement ce que Kuji avait en tête, alors elles se préparent et utilisent leur magie pour anéantir d'un seul coup tous les monstres aériens autour d'elles pendant qu'elles sont là-haut. Kuji les ramène ensuite au sol, et il est content que la manœuvre fonctionne si bien, mais Parna et Kroll lui disent qu'il serait agréable qu'ils les préviennent un peu la prochaine fois. Pendant ce temps, en ville, les habitants et les aventuriers sont encore en train de s'organiser, se préparant à fuir car ils croient qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent tenir tête à une horde de monstres comme celle-là, mais Alice réussit à les rattraper avant qu'ils ne partent. De retour sur la ligne de front, il fait maintenant jour, et Kuji et les autres combattent sans interruption depuis des heures à ce stade, alors Kuji dit à tout le monde qu'il est temps de se préparer à battre en retraite. Cependant, ils l'ignorent tous parce qu'ils savent que s'ils se retirent, ils prévoient de rester secrètement derrière pour continuer à se battre, et Kuji ne peut pas vraiment le nier puisque c'était effectivement son plan, mais il est vraiment inquiet pour les autres car il voit bien que si ce combat dure encore trop longtemps, ils finiront tous par être tués. Cependant, juste à ce moment-là, Alice réapparaît avec une armée d'aventuriers à sa suite, et tous les aventuriers se jettent immédiatement dans la bataille contre les monstres. Kuji n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Alice explique qu'elle est retournée en ville il y a quelque temps pour raconter à tout le monde à quel point ils se battaient tous dur ici pour protéger la ville, et bien que les aventuriers aient encore peur de tous les monstres de haut niveau, voir Kuji et son groupe se battre si dur pour eux leur a donné la motivation nécessaire pour mettre leur peur de côté et reprendre leurs armes. Rex trouve extraordinaire que les actions d'un seul homme aient pu stimuler l'esprit combatif de toute une ville, mais Kuji dit que le mérite en revient à Alice car les gens n'auraient jamais eu le courage de venir se battre si Alice n'était pas retournée leur demander de l'aide, et maintenant qu'ils ont tant de monde de leur côté, Kuji est convaincu qu'ils ont une chance de gagner, alors il dit à tout le monde que la retraite n'est plus une option et qu'ils vont désormais viser la victoire totale. Plusieurs heures passent encore avec tout le monde combattant à pleine capacité, et ils ont réussi à faire des progrès considérables contre les monstres, mais ils sont aussi au bord de l'épuisement à cause de tous ces combats. Tina et Alice distribuent des potions de récupération à tous les aventuriers, et Rex peut à peine se tenir debout à ce stade, alors Kroll essaie de lui en donner une, mais il lui dit qu'il a déjà pris tellement de potions de récupération qu'elles ne sont plus efficaces pour lui. Rex essaie alors de se remettre sur pied, mais Kroll lui dit qu'il doit se reposer car il n'y a aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre comme ça. Rex se sent effectivement incroyablement fatigué, mais il dit qu'un héros ne peut pas avoir le luxe de prendre des pauses, et il fait remarquer que Kuji s'est battu sans interruption tout ce temps. En réalité, Alice dit que ce n'est pas vrai et informe Rex que Kuji a en fait pris beaucoup de pauses entre les combats, et il a aussi une compétence qui lui permet de récupérer rapidement pendant le repos. Puisque c'est le cas, Rex décide finalement de faire une pause, et pendant qu'il remet son épée au fourreau,
Takako et Menao viennent aussi faire une pause car ils sont tous les deux épuisés. Alice se précipite vers Menao pour prendre de ses nouvelles, et Menao s'excuse de ne pas pouvoir faire plus, mais il l'informe qu'ils ont réussi à éliminer environ 90% des monstres de la zone, donc ce combat ne va plus tarder à se terminer. Parna éprouve toujours du ressentiment envers Alice et Menao parce qu'ils sont des démons, alors pendant qu'ils ne regardent pas, elle tend la main vers eux et s'apprête à les frapper avec un sort, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'imprudent, Takako apparaît derrière elle et lui dit qu'elle pourrait vouloir réfléchir à 2 fois avant de blesser ses amis sans raison. Parna sait qu'elle ne peut pas battre Takako, alors elle s'arrête, et Takako lui dit d'attendre simplement d'avoir l'occasion d'entendre ce que Kuji a à dire car cela pourrait changer sa position sur les démons en général. Presque tous les monstres ont été vaincus à ce stade, mais alors qu'il semble que ce soit enfin terminé, tout le monde entend soudain une voix se plaindre que les choses n'étaient pas censées se passer ainsi, et un instant plus tard, un gigantesque mécha noir sort de derrière la falaise. Les aventuriers sont tous terrifiés en voyant cette chose car ils n'ont jamais vu un monstre pareil auparavant, et pour autant que Kroll sache, il n'y a rien à son sujet dans les archives royales non plus. Kuji ne sait pas non plus ce que c'est, mais il se précipite immédiatement vers lui, le poing levé. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper le mécha, celui-ci lève la main et envoie Kuji valser, le projetant violemment au sol. En voyant Kuji vaincu si facilement, la résolution qu'ils avaient plus tôt est ébranlée, et ils commencent à paniquer à nouveau car si Kuji ne peut pas battre cette chose, alors aucun d'entre eux n'a de chance de la battre non plus. Alice court vers Kuji pour prendre de ses nouvelles, et heureusement, Kuji semble aller bien, mais il dit à Alice qu'elle doit partir d'ici car c'est trop dangereux. Alice lui dit qu'elle ne va nulle part parce qu'elle a peur qu'il fasse encore quelque chose d'imprudent comme ça. Kuji s'excuse et promet qu'il fera plus attention à l'avenir, et pendant qu'il se relève, celui qui contrôle le mécha, Estelar, est impressionné par la rapidité avec laquelle Kuji a pu se remettre d'un tel coup. Il comprend maintenant comment ils ont pu tenir contre sa horde de monstres, mais il doit admettre qu'il a été choqué en voyant Menao combattre aux côtés des humains. Menao sait très bien qui est Estelar et explique à tout le monde qu'Estelar sert de bras droit au seigneur démon depuis avant même que Menao ne rejoigne l'armée démoniaque, et il est considéré comme le deuxième démon le plus puissant après le seigneur démon lui-même. Kuji se moque de la puissance supposée d'Estelar car cela ne change pas le fait qu'il doit d'abord abattre ce mécha, mais Estelar ne semble pas vraiment particulièrement intéressé à arrêter Kuji et lui dit qu'il est libre d'essayer. Les autres pensent qu'Estelar doit sous-estimer Kuji parce qu'il ne sait pas à quel point il est vraiment puissant, mais au contraire, Estelar est parfaitement conscient de la force de Kuji, et c'est pour cela qu'il sait que Kuji n'est pas capable de détruire ce mécha. Le fait qu'il soit au niveau 999 était plutôt choquant au début, et cela rend effectivement Kuji redoutable, mais parce qu'il est un villageois, les bonus de statistiques qu'il obtient en montant de niveau ne sont pas si élevés. En fait, il est presque sûr qu'un héros de seulement niveau 300 aurait des statistiques égales ou supérieures à celles qu'a actuellement Kuji. Kroll fait remarquer que Kuji a tout de même l'avantage en termes de compétences puisque les gens reçoivent des compétences personnelles tous les 100 niveaux, mais même si cela peut être vrai, Estelar lui explique que les villageois n'obtiennent généralement que des compétences inutiles. Il admettra que la compétence d'autorégénération de Kuji est en fait assez utile, mais obtenir une compétence aussi utile était une exception car même s'il devrait avoir 9 compétences, il n'utilise jamais les autres, et cela doit être parce qu'elles sont inutiles, et même s'il avait de bonnes compétences, la différence de statistique ici est tout simplement trop grande pour qu'il puisse la surmonter, d'autant plus qu'être au niveau 999 signifie qu'il a atteint la fin de sa croissance. Cependant, alors que Kuji est projeté à nouveau au sol, il se relève et dit à Estelar que ce n'est pas fini. Estelar est impressionné que Kuji soit si résilient, mais il lui dit qu'il ferait mieux d'abandonner et de s'en aller pendant qu'il est encore en vie. Kuji est surpris d'entendre cela et demande à Estelar s'il n'a pas l'intention de les tuer, et Estelar confirme qu'il ne souhaite pas particulièrement les voir morts. Il veut juste conquérir Salmaria parce que cela fait partie intégrante du plan. Alice supplie Estelar d'arrêter car ni elle ni son père ne veulent conquérir les humains, mais Estelar était déjà au courant de cela, et il sait que le seigneur démon ne voudrait pas cela. Après tout, il se trouve à l'intérieur du mécha en ce moment. Les autres n'arrivent pas à croire ce qu'Estelar vient de dire, mais il poursuit en expliquant que ce mécha est une arme ancienne construite spécifiquement pour détruire l'humanité, et elle nécessite beaucoup de mana pour fonctionner. Alors Estelar a systématiquement drogué le seigneur démon et l'a placé dans le mécha pour servir de source d'énergie. Et il n'est pas assez hypocrite pour prétendre qu'il fait cela pour le bien du seigneur démon non plus, alors il confirme que c'est lui qui veut faire la guerre. Kuji comprend à peu près ce qui se passe maintenant, et puisque le seigneur démon a été forcé dans le mécha contre sa volonté, Kuji décide de sauver le seigneur démon ainsi que Salmaria d'un seul coup. Après tout, le vieil homme est un bon ami à lui. Estelar dit une fois de plus à Kuji qu'il ferait mieux d'abandonner ici, mais Kuji est têtu comme pas deux, alors il ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif. Après s'être élancé à nouveau, il est projeté au sol à plusieurs reprises, mais chaque fois il se relève pour continuer à se battre, et Rex remarque que petit à petit,
Kuji commence en fait à se déplacer de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il soit finalement capable de dépasser le mecha et de lui porter un coup de pied. Il est projeté au sol une seconde fois, mais c'est la preuve qu'il progresse, alors il est prêt à continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Les autres se précipitent vers Kuji et lui offrent d'autres potions de santé pour qu'il puisse récupérer, mais il en a déjà pris tellement qu'elles ne sont plus efficaces pour lui, alors Parnasse avance et utilise un sort de soin pour l'aider à récupérer à la place. Pendant qu'elle le soigne, elle demande à Kuji de lui expliquer pourquoi il est si désespéré de se battre et pourquoi il a choisi de ne pas haïr les démons en premier lieu. Kuji explique qu'il s'est toujours demandé pourquoi les villageois étaient si faibles, et c'est en partie ce qui l'a poussé à devenir si fort, mais au fur et à mesure qu'il montait de niveau, il continuait à se poser des questions comme « Pourquoi était-il un villageois au départ ? Pourquoi y a-t-il des rôles dans ce monde ? Et pourquoi y a-t-il un panneau de statues avec des niveaux ?» La seule réponse que quiconque ait pu lui donner sur ce sujet est que c'est juste ainsi que le monde fonctionne, et c'est à ce moment-là qu'il a finalement réalisé que les humains et les démons ne se battent que parce que c'est ainsi que le monde a été conçu pour eux. Ce n'est pas une coïncidence si les monstres laissent tomber de l'argent, que les humains utilisent quand ils meurent, ou que tuer des monstres soit l'un des meilleurs moyens de gagner sa vie dans ce monde, mais personne ne le remet jamais en question. Ils laissent leurs rôles assignés déterminer comment ils vivent leur vie, mais Kuji pense qu'ils devraient pouvoir faire ses choix par eux-mêmes. Lorsqu'il a atteint pour la première fois le niveau 999, il a ressenti un peu de désespoir car il pensait avoir vraiment atteint le bout de ce dont il était capable, d'autant plus que son écran de statue avait cessé d'afficher la barre de gain d'XP, et Estelar demande pourquoi Kuji choisit encore de se battre si dur malgré tout cela, alors Kuji explique qu'il a en fait reçu une dernière compétence lorsqu'il a atteint le niveau maximum, et elle s'appelle celui qui défie Dieu. C'est essentiellement une compétence qui lui permet de continuer à grandir bien au-delà de ce que son niveau devrait lui permettre, et cette compétence est ce qui lui a donné le désir de continuer à s'entraîner et à devenir plus fort. Il révèle également qu'il possède une autre compétence dans son arsenal qu'il n'aime généralement pas utiliser, mais comme il s'agit d'un cas particulier, il n'a pas le choix. La compétence s'appelle le briseur de limites, et elle lui permet de doubler sa force actuelle, mais elle a pour prix de le laisser complètement immobile et épuisé par la suite, ce qui est pourquoi il déteste normalement l'utiliser. Avec son double boost de puissance, il surpasse désormais de loin le mecha, alors il s'élance dans les airs et, d'un seul coup de poing, il parvient à briser la coque pour atteindre le Seigneur Démon et le sortir. Après cela, Meno et Alice prennent soin du Seigneur Démon jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance, et ils sont soulagés de voir qu'il va bien. Alice l'informe que c'est Kuji qui l'a sauvé, avec l'aide de Meno, Takako et du groupe du héros. Le roi démon est surpris d'apprendre que le groupe du héros a joué un rôle dans le sauvetage de sa vie, et il rappelle à Rex qu'il pourrait probablement le tuer maintenant s'il le voulait, mais après tout ce que Rex a appris de Kuji, il n'est plus sûr que ce soit la bonne chose à faire. Le roi démon tourne alors son attention vers Estelar et exige de savoir pourquoi il ferait une chose pareille, et Estelar explique qu'il l'a fait uniquement parce que le roi démon a refusé de passer à l'étape suivante. Il avait l'intention d'utiliser le pouvoir du Seigneur Démon pour donner un sentiment d'urgence à l'humanité, mais les choses sont devenues plutôt compliquées. Kuji lui demande de quoi il parle, alors Estelar lui dit qu'il trouvera les réponses qu'il cherche au sujet de la personne derrière les règles de ce monde dans l'article le plus cher vendu à la guilde, la boîte mystère, mais en attendant, Estelar dit qu'il gardera le roi démon. Il promet de rendre le roi démon si Kuji peut obtenir cet article dans un délai d'1 an, mais s'il n'y parvient pas, alors il utilisera le pouvoir du Seigneur Démon pour lancer une autre attaque, et la prochaine fois, il ne sera pas arrêté si facilement. Tout ce qui vient de se passer les a tous laissés avec des tonnes de questions, et Rex et Kroll demandent tous les deux à Kuji ce qu'il veut faire maintenant, et à leur grande surprise, Kuji dit qu'il veut ouvrir un casino.